81 courses dans l'histoire, 25 polemen différents, 34 pilotes sur le podium, 19 vainqueurs de course, 5 champions dont 4 anciens pilotes de Formule 1. Bref, c'est la Formule électrique. Nous sommes à l'avant-dernier week-end de cette saison 7 du championnat du monde de Formule électrique à suivre en direct sur la chaîne L'équipe. On est de retour en terre londonienne, mais on va s'intéresser surtout après les qualifications, Maxime, à une équipe qui est en tête du classement général des équipes, des constructeurs. C'est l'équipe DS Techeetah qui va s'élancer avec ses deux pilotes au avant-dernière et antépénultième position. Antonio Félix da Costa et Jean-Éric Vergne, 22e, 23e. Qualification très difficile pour l'équipe française. Ça a été un vrai cauchemar cette qualification. On espérait que Jean-Éric Vergne puisse accéder au top 6 et à cette séance de Super Pole où on se bat pour la pole position, puisqu'il était dans le groupe 2 de la qualification, qui est en général un peu plus rapide à cause des conditions de piste que le groupe 1 où était Antonio Félix da Costa, et donc il n'a pas réussi à en profiter. Il partira même derrière, et comme hier il part en 23e position. Il a réussi à remonter jusqu'à la 12e place hier. On va voir s'il peut faire encore mieux aujourd'hui, en espérant que la pluie vienne à son secours, vienne un peu brouiller les cartes pour tout le monde et lui permettre de gagner ces quelques places et d'aller gagner peut-être quelques points qui peuvent être très précieux dans ce championnat tellement serré. Alors ces positions évidemment s'expliquent, hein. Le champion en titre Antonio Félix da Costa, le double champion de Formule électrique, se retrouve donc 22 et 23e. Sam Bird se retrouve 21e, le leader du championnat pour l'équipe Jaguar, parce que ces pilotes étaient dans le premier groupe de qualification qui est un petit peu moins évidemment favorable. Eduardo Mortara, 6e du championnat, se retrouve 20e. C'est ce qui explique donc cette qualification, mais c'est aussi ça le sel de la Formule électrique. Et pourtant on travaille, hein, dans les équipes en sous-marin, j'allais dire, avec les pilotes d'essais, de réserve et donc de simulateurs. Et on a eu l'occasion chez DS Techeetah d'ailleurs d'aller à la rencontre d'Arthur Lehoucq, qui nous explique un petit peu son rôle, justement le rôle des pilotes de réserve qui vont aider peut-être cet homme, Antonio Félix da Costa, à gauche de l'image. En Formule E, et je pense que même dans toutes les disciplines maintenant dans le sport automobile, c'est de plus en plus important d'avoir un bon simulateur, et surtout ici en Formule E parce que tout est électronique, donc on peut tout valider, même être en avance pour les prochaines saisons, etc. dans le simulateur, et ça reflète vraiment la vraie vie. Donc c'est pour ça que les vrais pilotes, ils passent beaucoup de temps au simulateur pour être vraiment prêts les jours de course, comme il n'y a pas beaucoup d'essais. Très important évidemment ce rôle de pilote d'essai, pilote de simulateur. D'ailleurs ça peut ouvrir des portes, parce que Norman Nato était pilote de simulateur pour l'équipe Venturi. Il est maintenant le français, le canois, sur cette grille de départ du championnat du monde de voitures électriques. Donc autant dire que vraiment on travaille dur et on fait confiance à ces pilotes qui connaissent bien justement les simulateurs. Les jeunes pilotes sont toujours très à l'aise, mais il y a également Stéphane Sarrazin par exemple qui travaille dans l'ombre également pour l'équipe Idams Nissan. Alors on a un petit rappel aussi de la mission que veut suivre la Formule électrique avec cet environnement pollué. On veut essayer là aussi de mettre en avant les efforts qui sont faits. Alejandro Agag veut suivre le rythme de Londres par exemple, qui veut être carbone neutral, qui ne veut plus d'émissions de carbone à échelon et à échéance 2050. Ça va être difficile évidemment, mais toute la ville est vraiment motivée pour cela. Et puis il y a aussi la favorisation de taxis électriques, notamment dans cette capitale londonienne. Il y a aussi des points de recharge électriques, un petit peu comme à Paris et dans les grandes capitales. Donc voilà, on essaye de mettre en avant, en lumière, ces différentes innovations pour ne plus émettre de CO2 et donc ces émissions de gaz à effet de serre qui sont évidemment très difficiles à supporter. Voilà, c'est la mission un petit peu de la Formule électrique. On est à 20 minutes du départ de cette deuxième course de la saison 7 de Formule électrique. Là, on sent la déception, hein, dans les gestes de Jean-Éric Vergne. Alors on a pu apercevoir du point et du plan de l'hélicoptère que finalement la pluie va peut-être éviter le circuit situé sur les docks. Difficile d'avoir certitude encore, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pluie autour de Londres et du Grand Londres, donc ça peut arriver à tout moment. On va voir si ça vient perturber la course ou pas.
c'est moins perturbant que dans beaucoup d'autres championnats, puisqu'ici les pneus Michelin sont des pneus qui sont, il y a des pneus tout terrain, là c'est des pneus tout temps, donc on peut courir avec sous la pluie comme sur sec. On ne change pas de pneumatique si les conditions changent à ce niveau-là. C'est aussi ce qui permet d'avoir ce circuit en intérieur et en extérieur, donc d'avoir éventuellement une piste en partie sèche et en partie mouillée. Le pneu Michelin va être capable de travailler dans ces deux conditions-là sans aucun problème, mais même si les pilotes vont devoir s'adapter. Donc on va voir si ces conditions-là joueront un rôle ou s'il faudra vraiment se gagner les places une par une dans des conditions sèches comme elles le sont à l'heure actuelle. On aperçoit les pilotes qui se concentrent avant de s'élancer dans cette course. Ils étaient donc concentrés dans leur box. Jean-Éric Vergne notamment, Oliver Roland. Un tracé que l'on va redécouvrir d'ailleurs, Maxime. C'est un circuit de 2 km 252, 22 virages. On avait peur que les dépassements ne soient pas au rendez-vous. Eh bien, fort heureusement, on a pu le constater dans la première course hier. Ce n'était pas le cas, les dépassements étaient bien là. Oui, il y a des possibilités, notamment ces deux épingles. On va voir la première qui va arriver maintenant. Au virage 10, voilà, avec cet enchaînement de deux épingles, et puis un petit peu plus loin donc on se retrouve avec cette deuxième épingle, celle du virage 16, avec également là où on active le attack mode, qui est avec ce virage en appui un petit peu en virage, avec le virage 15 où on commence déjà à freiner. Donc ça permet de créer des situations où on peut essayer de dépasser, essayer de faire le freinage, mais à un pilote qui par exemple va travailler sur essayer de régénérer son énergie et va être un peu moins agressif, il est possible de créer des différences. Et puis on aura confirmation si le attack mode est le même que hier, mais il était de 8 minutes, ce qui est extrêmement long, et il oblige également, puisqu'on a plus de puissance mais on dépense plus d'énergie, alors qu'on a une enveloppe énergétique, on va dire, qui est la même. Tout à fait. Donc si on dépense plus d'énergie sur ces 2 fois 8 minutes, ça veut dire qu'il va falloir en préserver à d'autres moments. Donc le différentiel entre les voitures qui ont le attack mode à activer 2 fois obligatoirement pendant la course et les voitures qui ne l'ont pas doit être plus grand, et donc permettre de faire des différences au moment où elles sont en piste face à face. Alors si vous découvrez ce championnat de Formule électrique, on vous parle d'attack mode, on vous parle de fan boost, on parle de termes anglophones, j'allais dire. Pour les anglophiles c'est pas grave, mais on va expliquer un petit peu plus. Donc le mode attaque, c'est simplement 250 kW, soit 335 chevaux, qui sont donc utilisés soit en qualification mais aussi sur une période donnée. Donc c'était 8 minutes hier, peut-être un petit peu moins aujourd'hui pour éviter des disqualifications, pourquoi pas. Mais on a peut-être travaillé aussi dans le simulateur, justement. On a aperçu tout à l'heure Arthur Lehoucq, mais toutes les équipes travaillent évidemment pour faire des simulations de course. Celles qui elles ne peuvent pas le faire justement en vrai parce que les séances d'essai sont limitées, mais par contre eh bien, dans le simulateur on peut faire tout ce qu'on veut. Et bien si, le mode attaque est toujours de 8 minutes aujourd'hui aussi, 2 fois donc d'activation. On a 35 kW supplémentaires de puissance pour 8 minutes. Donc on a également le fan boost, le turbo on va dire, offert par les fans qui par le biais des réseaux sociaux peuvent voter. Vous pouvez voter pour votre pilote favori, et ça va pouvoir lui permettre à ce pilote ou à ces pilotes, puisqu'ils sont 5 à pouvoir en bénéficier, de 5 secondes supplémentaires de boost. C'est un petit peu moins puissant peut-être évidemment que ce que va offrir l'attack mode, mais en tout cas ça peut peut-être essayer d'aider les pilotes qui en sont bénéficiaires. C'est notamment le cas depuis le début de la saison 5 de Stoffel Vandoorne, et également de notre pilote et son adversaire évidemment. Il s'agit d'Antonio Félix da Costa. Peut-être qu'ici à domicile il va y avoir quelques Britanniques bien soutenus, Alex Lynn notamment, à la faveur pour l'instant du public. On va voir si ça va rester comme ça. Et ces différents artifices, ces attributs supplémentaires mettent un petit peu de grain de sel, un petit peu d'incertitude dans ces courses, Maxime. C'est le but, créer des situations un petit peu inhabituelles, mettre les pilotes en difficulté ou obliger les équipes à réfléchir, puisqu'on le sait, pour donc activer cette attaque mode, les 2 fois activation encore une fois qui sont obligatoires. Donc on doit activer 2 fois cette attaque mode, et quand on le fait on est obligé d'aller complètement à l'extérieur de ce virage 16. On le voit là sur l'image, il faut vraiment passer par les 2 portes. On a vu André Lotterer hier qui n'était pas bien passé dans la 2e porte et qui n'avait donc pas activé son attack mode, et qui avait dû repasser une 2e fois, donc perdant encore plus de temps. Donc on perd du temps quand on l'active, on est censé rouler un petit peu plus vite ensuite puisqu'on a plus de puissance. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibre où à quel moment je peux me permettre de le prendre sans perdre de place et de ensuite regagner le temps en piste pour
pour revenir à l'équilibre sans avoir perdu de place. On a vu pendant ce temps-là ce gros nuage noir qui... On n'avait pas ces infos tout à l'heure, mais là... il se dirige vers la piste. Ouais, je crois même qu'il pleut hein, dans Londres. Là, on est un petit peu à l'extérieur. Donc, à voir si justement ces nuages vont pouvoir se déplacer jusqu'au circuit ici même, alors qu'on aperçoit le Canois Norman Nato, deuxième français engagé sur cette grille de départ. Il a 29 ans, le pilote Venturi. Il a notamment roulé aux 24 heures du Mans. Il a terminé à la deuxième position avec l'équipe Rébellion. Il formule 2, il a vraiment été très en vue aussi. Il avait pour objectif la Formule 1. Il est dans le championnat du monde de Formule électrique. Donc c'est une très belle carrière qu'a suivi donc Norman Nato. Autre belle carrière, René Rast, avec souvent des prestations très intéressantes, notamment en Porsche Super Cup, notamment dans le championnat allemand de voitures de tourisme. Et puis là, ici, il se retrouve en Formule électrique, il a remplacé au pied levé finalement Daniel Abt qui a été un petit peu sorti Manu Militari de cette équipe Audi dont pourtant le papa était le sporting manager. Donc ça a été une période un peu compliquée. Pendant le confinement, il y avait une course virtuelle, il y avait des courses virtuelles qui étaient organisées et il aurait fait rouler un pilote, enfin il a fait rouler d'ailleurs un spécialiste des courses virtuelles, du sim racing, et il a prétendu que c'était lui. Ensuite il a avoué que ce n'était pas lui et qu'il faisait ça pour une blague. Ça n'a pas été du goût de ses petits camarades et de la FIA et ni de chez Audi qui malheureusement l'ont mis à pied et eh bien ça a été donc une mauvaise nouvelle pour lui, mais une très bonne nouvelle pour René Rast qui a montré qu'il avait le potentiel pour être très fort dans des compétitions monoplaces également, après des compétitions en voiture de tourisme notamment. On vous rassure sur la Formule 1, on sait que ce sont vraiment les vrais pilotes qui sont dans les monoplaces. C'est vrai, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les filme. Impossible de truquer, d'arnaquer, là sont vraiment eux. Ah ben nous qui voulions nous engager pour la dernière course à Berlin pour le double header parce qu'on avait le même nombre de points que Joël Eriksson qui malheureusement n'a pas encore marqué de points. Il a remplacé Nico Müller dans cette compétition. C'est difficile de s'adapter. C'est l'équipier de cet homme, Sergio Sette Camara d'ailleurs. Difficile parce qu'on en a parlé hier, l'expérience est vraiment une donnée clé en formule électrique, Maxime, parce que aller vite sur un tour ça peut se faire, mais gérer l'énergie pendant 45 minutes plus un tour, être en contact avec l'équipe, répondre, gérer l'attaque mode, gérer les fan boosts, gérer la récupération d'énergie, le regen, et puis également être capable de regarder sur le volant et de donner les bonnes informations, bref ça fait beaucoup, ça fait énormément de choses. Et c'est vrai qu'il y en a plus sans doute en Formule qu'ailleurs avec, on en parlait donc cette attaque mode, il faut savoir le prendre 2 fois, il ne faut pas se louper, il faut le prendre au bon moment. Il y a des échanges, on a vu Jack Dennis hier qui on avait l'impression presque qu'il prenait la place de son ingénieur tellement il disait mais là c'est pas le bon moment, c'est le moment. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans la tête, pas seulement à quel moment je freine, à quel moment j'accélère, à quel moment je tourne le volant. Il y a pas seulement cet aspect là, il y a énormément de choses à gérer. Ce attack mode est une grosse partie de ce qui différencie ce championnat de tous les autres et de ce qu'il faut apprendre à vraiment gérer. Et c'est vrai qu'on en parlait hier, très souvent des pilotes qui arrivent de séries, de championnats qu'on peut estimer supérieurs en termes de niveau, et bien, se retrouvent en difficulté. Ils ne sont pas au-dessus du lot au début, peut-être en qualif, mais en course ils ont du mal parce que justement il faut apprendre toutes ces manipulations, toute cette gestion. Maintenant, beaucoup de pilotes sont là depuis un petit moment, tous ceux qui sont en tout cas vers le haut du championnat. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement serré parce que il y a plus grand monde qui maintenant ne sait plus gérer son énergie et puis se retrouve à devoir complètement lâcher en fin de course. Tout le monde est plus ou moins sur un pied d'égalité. Les voitures, on commence à avoir pas mal de développement puisque c'est la même depuis plusieurs saisons. Donc tout à fait. Les domaines dans lesquels on peut faire des différences sont de plus en plus réduits, il y en a de moins en moins. Et donc on assiste à une compétition extrêmement serrée où on a 16 pilotes qui peuvent... aucun n'est éliminé mathématiquement, mais il y a 16 pilotes qui peuvent décemment espérer être champions encore à 3 courses de l'arrivée. C'est assez incroyable, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Non, parce que c'est vrai que Jack Dennis était 15e, on le rappelle, en arrivant ici à Londres, et sa victoire l'a propulsé en 3e position à seulement 2 points du leader du championnat, l'équipier de cet homme, Sam Bird. Mitch Evans, lui, le néo-zélandais, se retrouve maintenant bien loin après sa très mauvaise performance d'hier. Il a terminé 14e. Il est 13e au classement général provisoire. Alors avec 60 points, soit 21 de moins que son équipier, ce qui veut dire qu'il est à moins d'une victoire de l'autre pilote Jaguar. Donc tout est possible.
Ça va être difficile évidemment, mais c'est tout cela, tout ce que l'on a évoqué, Maxime, qui explique que cette Formule électrique, ce championnat du monde, depuis cette saison de Formule électrique, ce championnat du monde FIA, est très très difficile. Alors il y a même aussi d'autres données qui entraient en jeu, hein. 3 équipes qui ont attendu l'épreuve de Rome, la 2e épreuve de la saison, pour lancer leur nouvelle voiture, et un nouveau software notamment qui avait été mis en place par DS Techeetah pour combler un petit peu ce manque de performance sur la première épreuve de la saison, le premier double header. DS Techeetah, Nissan Idams et Dragon Penske Autosport avaient donc attendu une épreuve supplémentaire, une course supplémentaire avant de lancer leur nouvelle voiture. Maintenant, on va dire que tout est au même niveau, il n'y a plus d'avantages ou de désavantages, et les pilotes connaissent bien ce championnat. Il n'y en a qu'un seul finalement, c'est Joel Eriksson, hein, qui a un petit peu plus de déficit parce que il vient en Formule électrique depuis le meeting de Puebla, où il a remplacé, on le disait, le Suisse Nico Müller, auteur d'un podium cette année avec l'équipe Dragon. Mais voilà, l'adaptation, eh bien, c'est forcément, ça fait partie de cet apprentissage en Formule électrique. Même lui, même Nick De Vries, qui était très rapide d'entrée de jeu, eh bien, a dû s'adapter parce qu'en course, ça ne fonctionnait pas idéalement. Maintenant, évidemment, c'est une autre histoire. Il a déjà 3 podiums à son actif, 77 points, et il pourrait créer la bonne surprise, la bonne opération sur cette épreuve de Londres. Il est en position idéale en tout cas. Il peut frapper un grand coup vraiment très très fort aujourd'hui avant arriver en position idéale avant les 2 dernières épreuves à Berlin. C'est le moment. Alors est-ce qu'on va avoir un week-end 100% avec des vainqueurs britanniques? Pour l'instant, les Britanniques se montrent, hein. Hier, ils étaient sur la première ligne, 2 sur la première ligne. Eh bien là, ils sont 2e et 3e. Ollie Rowland, 2e place. Cet homme avec la Nissan Idams, numéro 23. Et puis également, donc, juste derrière lui, on l'a aperçu, Alex Lynn avec la Mahindra. Donc, vont-ils pouvoir faire le doublé? Ça serait évidemment une bonne nouvelle pour l'ensemble des fans britanniques. Mais il y a un homme qui veut les empêcher, et pas que d'ailleurs, mais il y en a un homme qui est en tout cas mieux placé, c'est lui, Stoffel Vandoorne, pilote de 29 ans, qui va essayer de résister donc à ses petits camarades, le natif de Kortrijk, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas le Belge, pardon, qui a 2 victoires déjà à son actif en Formule électrique, aimerait en ajouter une 3e, et c'est évidemment la position la meilleure qu'il occupe. Donc on va voir ce que ça va pouvoir donner dans ces 45 minutes plus un tour, surtout si la course est gênée par les conditions climatiques un petit peu humides. Et bien ça pourrait être évidemment un problème, parce que lors de la séance d'essai libre numéro 3, il est parti à la faute et il a endommagé sa voiture. Il a donc perdu du temps lors des essais pour pouvoir engranger quelques informations précises. Il a un peu moins d'expérience que tous les autres pilotes dans ces conditions particulières. Donc vraiment pour lui, le but ce sera de s'élancer, de conserver sa première position à ce premier virage au terme du premier tour. Je pense que la chose importante, ce sera est-ce que De Vries pourra se débarrasser de Lynn assez rapidement ou pas. Lynn qui était un petit peu plus lent en rythme de course la dernière fois hier, et donc si De Vries se débarrasse rapidement de Lynn, on peut avoir les 2 Mercedes dans le top 3 dès le début, et qui peuvent se diriger vers un top 2 qui serait absolument énorme en termes de championnat pilote et par équipe. Allez, on va écouter le petit concert de Rachel Keane, raillé juste avant cette course.
Voilà Rayé qui va nous présenter, qui nous a présenté son nouveau single Call on Me, et d'ici quelques instants on va pouvoir s'élancer dans cette course. C'est assez rare pour être souligné. Alors certes on voit dans d'autres disciplines, notamment le Super Bowl ou d'autres épreuves où on a vraiment ces festivités avant les courses et les compétitions, mais là c'est vrai que la formule électrique joue vraiment un rôle assez novateur. On est en tout cas assez surpris d'avoir vu ça, mais il y a pas mal de VIP qui sont venus ici à Londres. En tout cas on va pouvoir marquer une petite pause, les ingrédients sont en place, restez évidemment avec nous, on va revenir dans moins d'1 minute 30 en direct sur la chaîne L'équipe pour suivre la deuxième course depuis les docks de Londres dans le cadre de cette 7e saison du championnat du monde de formule électrique. A tout de suite. Il ne reste que 3 courses à disputer dans cette saison du championnat du monde de formule électrique. Nous sommes en place pour vivre cette course, la deuxième de ce week-end dans le cadre de ce London e-Prix. Mon cher Maxime, on va maintenant se concentrer après le concert qui nous a occupé quelques minutes avant cette course. Les pilotes étaient dans leur bulle, ils n'ont pas été perturbés par cette présentation du nouveau single de l'artiste britannique, mais en tout cas ils sont sur la grille de départ et d'ici quelques petits instants maintenant, il va falloir tout de suite tout donner, mais pas trop non plus parce qu'on a vu hier que ça pouvait être compliqué en termes de contact dans le peloton. On a vu les deux Jaguars qui avaient payé le prix fort hier dès le début de course. D'autres en revanche qui n'avaient pas eu trop de problèmes malgré des contacts comme René Rast. Donc il y a beaucoup à gagner et encore plus à perdre sur ce premier tour. On va surtout regarder au niveau de la tête ce que vont faire les deux Mercedes qui vont s'élancer en première et en 4e position. C'était les deux meilleures voitures lors de la course hier. Ils sont en pole position aujourd'hui avec Van Dorn. Donc voilà, c'est l'équipe sans doute à battre sur ce tracé londonien aujourd'hui. On va voir si le départ se passe sans encombre pour eux ou pas. Il va falloir aussi surveiller les monoplaces vertes, rouges et blanches de chez Audi qui ont été très rapides lors des essais libres. Et puis également les monoplaces dorées et noires, les DS Techeetah qui partent donc en fond de grille juste derrière Sam Bird qui lui aussi, le leader du championnat, a connu des qualifications difficiles. Étant dans le groupe 1, c'était un petit peu compliqué. Il partira 21e, Sam Bird. Antonio Félix da Costa, le champion en titre, 22e. Jean-Éric Vergne, le double champion de la discipline, 23e. Et Oliver Turvey en dernière position. Pas de tour de formation, vous le savez très certainement. Dans cette formule électrique, on est là pour faire un burn-out, c'était marqué sur le volant. Et ensuite, à l'extinction des 5 feux rouges, eh bien on va pouvoir partir et s'élancer pour une course de 45 minutes plus un tour. La gestion de l'énergie est vraiment la clé dans cette formule électrique et dans ce championnat du monde. Dans quelques instants, les feux rouges vont s'allumer et à l'extinction de ceux-ci, ce sera donc parti. Attention donc aux premières courbes de ce tracé. C'est parti avec le poleman qui va, comme hier, essayer de défendre sa position. C'est bien fait de la part de Stoffel Van Dorn qui conserve la première place. C'était évidemment l'enjeu. Mitch Evans et également derrière une autre monoplace, celle de NIO, celle de Blomqvist a également été un petit peu virulente peut-être et est allée jouer des coudes. Ça va être compliqué. Encore une fois, attention à ne pas rectifier la carrosserie de sa voiture, Maxime. Oui, René Rast, après René Rast l'avait rectifié un peu hier, il avait fini avec le meilleur tour en course du top 10, donc c'est pas forcément un énorme désavantage. Il faut surtout éviter d'abîmer ses trains, sans doute ce qui est arrivé au Jaguar qui avait dû abandonner ou s'arrêter au stand très rapidement. Ah, des places encore perdues pour Alex Sims, c'est pas possible. Et attention avec Lucas Di Grassi qui a peut-être des dégâts à l'arrière droit de son véhicule. Cette voiture numéro 11, le bouchon qui est ici au virage numéro 10, 11. Oh, le contact entre la Porsche notamment de André Lauterer et la monoplace de Joel Eriksson. Il y a eu des places de perdu également pour Norman Nato. Ouh là là, il faut survivre dans ces premiers tours, survivre sur ce tracé si particulier de Londres. Et on voit Jean-Éric Vergne qui est remonté à la 21e place, à Costa 18e. Donc les DS ont plutôt réussi un envol positif. Oui, Antonio Félix da Costa encore une fois qui a réussi à prendre un bon envol sans trop aller jusqu'au contact. En tout cas, on n'a pas vu Antonio Félix da Costa être
plutôt violent avec ses adversaires. C'est bien l'inverse. French qui a gardé la 8e position, il est derrière Verlaine. Et devant, c'était Camara. Van Dorn est en tête, Roland, Lynn, De Vries et Evans. De Vries qui a fait la bonne opération et derrière, c'est bien ce qui nous semblait. Il y a des dégâts pour la voiture de Tom Blomqvist, le Britannique, et des dégâts également pour Alexander Sims qui peut-être va encore abandonner dès les premiers instants de cette course. Décidément, il est malchanceux chez lui, à domicile, à Londres, en tout cas en Grande-Bretagne. Alex Sims, quand il voit son équipier Alex Lynn être en 3e position, il sait qu'il a peut-être gâché une grosse chance de marquer de gros points. Il vient de rentrer au stand lui aussi. Ouais, compliqué hein, les débuts de course, mais on le sait, quand on part dans les dernières positions, c'est évidemment risqué. Il est arrêté dans son stand, c'est reparti pour Tom Blomqvist. Beaucoup de Britanniques qui sont en difficulté. C'est reparti pour Alex Sims, ancien pilote de chez BMW qui est passé chez Mahindra. Et ce n'est pas forcément très simple hein, pour lui cette année. Et on voit De Vries qui n'a pas rempli on va dire son premier objectif, qui était d'essayer de passer, de gagner moins une place, de dépasser Alexander Lynn. Il est resté bloqué derrière. Il a même été un petit peu inquiété par Evans au premier et au deuxième virage. Donc il conserve sa 4e place pour le moment. On a vu que plus tard dans la course, il avait été capable de gagner des places lors de la course d'hier. Donc il va être capable d'aller chercher le podium et peut-être la victoire. Et oui, il y en a un qui réussit à faire un bon début de course, c'est Olli Roland avec cette Nissan Idams. Il est en 2e position derrière Van Dorn. Il est entouré de voitures et d'équipes qui ont montré une très belle pointe de vitesse en course. Donc c'est de bon augure hein, certainement pour Oliver Roland. Maintenant il va falloir surveiller surtout l'utilisation de l'énergie, ne pas consommer trop, parce qu'on sait qu'il y a 48 kW à utiliser sur l'ensemble de la course et pas 1 kW de plus. Donc vraiment il va falloir être attentif. Oh, attention avec De Vries qui a encore signé une belle performance et un dépassement dans ce virage. C'est décidément un excellent virage pour lui. Il a réussi parfaitement à maîtriser son frein, à pas trop avoir de régénération et pas trop bloquer les roues. C'est parfait, c'est du grand art. On va l'appeler la De Vries, parce qu'il a fait ça hier à Buemi et à Lynn déjà. Donc il l'a refait aujourd'hui et le voilà déjà donc 3e. Maintenant il va aller chasser Oliver Roland et il est en train de réaliser vraiment, comme on disait, la bonne opération au niveau du championnat du monde. Oui, 3e, alors que Buemi est le premier à avoir activé son mode attaque. C'est marqué sur l'écran et cette fois-ci on n'a plus les chevrons. Si vous étiez avec nous depuis le début de saison sur la chaîne L'équipe, eh bien là on a carrément montré donc le temps restant, parce que c'est ce qu'on disait hier, 8 chevrons, c'était peut-être un petit peu long. Peut-être 8, donc on le rappelle, a activé 2 fois l'attaque mode au cours de la course. Il faut s'écarter dans ce virage 16 pour aller passer 2 portes entre guillemets et puis activer cette attaque mode à 2 reprises pour 8 minutes. On a plus de puissance, alors qu'on revoit la magnifique manœuvre de De Vries. C'était un petit peu moins propre qu'hier. Enfin, lui a fait une bonne opération, mais d'un autre côté, il a braqué un petit peu plus tard. Donc du coup, il a écarté son virage parce que la défense a été un petit peu plus efficace peut-être de la part d'Alex. La présence de la voiture de Roland aussi qui change un petit peu les choses. Et il a dû, je pense, freiner un petit peu plus fort au moment où il pensait valider le dépassement. Et ça a un petit peu changé la dynamique avec Lynn. Oui, parce que hier, on rappelle que les dépassements qu'il a effectués à ce virage numéro 10 s'effectuaient en fin de course. Ça passe également pour Antonio Félix da Costa sur Sam Bird, parce qu'il a déclenché le mode attaque. Apparemment un petit problème de direction pour De Vries, à vérifier en tout cas. Oliver Roland qui a activé son mode attaque. Et oui, et il a perdu une position, forcément. Ça a été une bonne stratégie de la part de Nick De Vries. Et oui, c'était bien, c'est finalement un undercut hein, là aussi à la stratégie, mais pas en rentrant dans les stands et en changeant d'automatique comme dans d'autres catégories, mais bien en activant son mode attaque. Roland qui a plus d'énergie donc, et qui va devoir s'employer pour dépasser Nick De Vries. Il l'a amené très loin oui. À l'extérieur, quasiment au niveau du mur. Alors Roland normalement, va être très content, mais non, c'est vrai. Normalement, il y a quand même un petit peu plus de puissance. Hein. Il y a environ 50 chevaux de plus pour Roland qui a activé son mode attaque. Oh, le contact entre Sam Bird et Nick Cassidy. Qui a ouvert la porte pour Da Costa. Tout à fait, c'est ce qui expliquait que Da Costa a pu prendre une position. Et Vergne un petit peu après. Oui, mais genre, juste ensuite, Sam Bird a eu du mal à tourner. Alors on voit en caméra embarquée avec le Britannique Sam Bird qui vient un peu pousser Cassidy.
puis ensuite pousser Antonio Félix da Costa. Pas facile hein, avec les rayons de braquage de pouvoir prendre les épingles ici 10, 11, 12. Voilà, le mode attaque, on l'a vu avec le leader Van Dorn et De Vries également sur la même stratégie. Ils ont activé leur mode attaque et donc leur halo va s'allumer en bleu pour expliquer donc aux téléspectateurs, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc ce surplus de puissance qui est activé d'entrée de jeu par les différents leaders. Configuration idéale pour Van Dorn qui n'a pas perdu de place. Pour De Vries en revanche, il a rendu entre guillemets la place à Roland qui lui avait concédé au moment d'activer lui-même son mode attaque. On va voir si cette petite minute 30 de décalage, donc De Vries va essayer de rester au contact de Roland jusqu'à ce que l'attaque mode de Roland s'épuise, et dans cette minute 30 ce tour de plus qu'il aura, ce sera à ce moment-là qu'il va essayer de récupérer la deuxième place. Alors on aperçoit également la lutte entre René Rast et Sébastien Buemi pour le gain de la 11e position. Normalement avantage à Buemi et l'Autoreur qui ont leur nom allumé en bleu parce qu'ils ont activé ce fameux mode attaque avec plus de puissance dans leur batterie, dans leur voiture. Et là pareil, on a une explication à vous fournir avec throttle qui veut dire accélérateur, regen qui veut dire la recharge de la batterie quand c'est vert. Alors on suit également oh là là, le coup de roue. Le coup de roue entre René Rast et Sébastien Buemi. Eh bien là, il va y avoir certainement une intervention de la voiture de sécurité parce que la voiture de René Rast est complètement détruite. Le train avant est complètement ouvert, il ne pourra pas aller plus loin. Et bien là, c'est la bonne opération pour les pilotes qui ont activé leur mode attaque. Quel dommage pour René Rast. Je trouvais que les modifications d'hier étaient un peu légères, donc il est allé plus fort aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'hier déjà il avait eu un petit problème de carrosserie sur sa voiture, ça ne l'avait pas empêché de signer le deuxième meilleur temps en course. Et là voilà, le safety car, la voiture de sécurité qui est entrée en piste pour évacuer cette voiture de René Rast. On va voir aussi s'il y aura peut-être une petite enquête, parce que la passe d'armes était assez musclée avec Buemi, donc Alors là, c'est Buemi qui écarte quand même René Rast. Ouf, et là, il n'y a pas eu vraiment de coup de roue, mais ça a envoyé René Rast dans le mur. Et je ne sais pas si c'était une vengeance ou une conséquence du fait qu'il n'ait plus de direction, mais il est venu s'appuyer sur Sébastien Buemi par la suite. Alors regardons mieux. Ouf, ça a été violent. Non, ce n'était pas une vengeance. C'est vraiment le fait que la direction n'était plus, ne fonctionnait plus tout simplement pour René Rast. Alors là, énormément de dégâts. Ouais, René Rast qui défendait bien, et c'est Sébastien Buemi qui s'est un petit peu raté, qui a bloqué les roues. Oh, le contact il est léger, hein. Il est tout léger, mais ça détruit complètement la roue avant gauche de René Rast. Et c'est l'abandon pour le pilote allemand. Sébastien Buemi va peut-être être repris par la patrouille, hein, par la direction de course. On va en profiter, Maxime, pour marquer une pause, puisque il y a donc une intervention de la voiture de sécurité, la seule petite interruption sur la chaîne L'équipe, mais on revient évidemment très très vite pour suivre la fin de cette course de formule électrique. A tout de suite. La course est relancée ici à Londres dans le cadre du championnat du monde de formule électrique après une brève interruption avec un passage par la voiture de sécurité. Le contact entre Sébastien Buemi et René Rast, et ça n'a pas traîné, hein. Déjà 10 secondes de pénalité pour Sébastien Buemi qui a été donc jugé responsable de cet incident. Et puis le restart, il a été un petit peu animé là aussi avec une sacrée explication entre Verlaine et Frijns au premier virage. C'était viril mais correct comme on dit, à droite de l'image, avec la voiture bleue numéro 4 et la voiture donc de chez... Ah mais non, c'est une BMW, pardon. C'était une BMW, celle de Günther je pense, qui a pris l'avantage sur Frijns. Et De Vries en a profité pour prendre la deuxième place. On a notre doublé Mercedes en tête pour l'instant. Tout à fait. Et ça, c'est le réalisateur, pour le coup, qui ne l'a pas proposé vraiment. En tout cas, on était concentré sur le replay. De Vries qui s'emparerait de la première position, et que ferait Stoffel Van Dorn? Eh bien, il serait deuxième au classement général provisoire. Comme quoi, hein, c'est vrai qu'en formule électrique, on le disait Maxime, tout peut évoluer vraiment rapidement. Alors rappelons aussi que Antonio Félix da Costa, 14e, a été l'un des premiers à activer 2 fois le mode attaque. Donc certes, il n'aura plus de puissance supplémentaire, mais en revanche, il n'aura plus ce déficit non plus de direction à utiliser, ou de trajectoire extérieure pénalisante à utiliser. Et Buemi qui rentre au stand pour aller faire son stop and go de 10 secondes. Ah oui, très très longue interruption. 10 secondes, c'est vraiment beaucoup.
mais en même temps, il a coûté la course à René Rast. Le dépassement d'Antonio Félix da Costa avec son mode attaque, avec son surplus de puissance. Oh, il fallait y aller. Il n'y a même pas eu de contact entre lui et Nick Cassidy. Bravo. C'était une très belle manœuvre de la part du champion en titre. Ouais, la fenêtre n'était pas énorme, le gap, comme on dit en anglais, la place n'était pas énorme, mais il y avait juste ce qu'il fallait pour passer l'attaque qu'il avait. 1.4, so loop this lap, ok? Loop this lap. Et tu as un petit avantage sur Evans, tu dois prendre le mode attaque maintenant. Eh bien, c'est ce que fait d'ailleurs également Stoffel Vandoorne, qui s'est fait dépasser par Nick De Vries dans la manœuvre, mais c'est pas grave parce que c'est son équipier. Donc on va dire qu'on joue la stratégie d'équipe. De Vries qui est en tête, Vandoorne deuxième, Roland troisième, Lynn quatrième devant Evans, Günther, Verlaine et Freunch pour l'instant dans le top 8. Nos Français, Norman Nato 15e, Jean-Éric Vergne 17e. Il y a peut-être la volonté aussi de prendre les deux attack mode le plus tôt possible, puisque si on ne les prend pas et qu'on ne les utilise pas jusqu'au bout, on prend des grosses pénalités qui font en général sortir des points. Donc on doit avoir cette volonté de les prendre très tôt, parce qu'on a peut-être peur de la pluie qui va arriver, de la course qui peut devenir... Oh, Antonio Félix da Costa justement, qui est parti à la faute au premier virage. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y allait tout seul? Il avait le mode attaque enclenché d'ailleurs, hein, Antonio Félix da Costa. Peut-être pas tout seul, on voit des traces sur les pontons. Le DS est un petit peu effacé. Oh, c'est l'abandon. C'est l'abandon parce que la roue avant gauche est pliée, Maxime. C'est terminé pour Antonio Félix da Costa. Yeah, I'm so disappointed. I mean, this guy. Je suis déçu par la manœuvre de ce gars. Oh, on a raté aussi le contact entre Vergne et Mortara. Je suis vraiment déçu pour vous les gars. Oh, attention, Nick De Vries qui est parti un petit peu large pour activer son mode attaque. Est-ce qu'il va sauver quand même sa troisième position? Oui. Alors maintenant, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de dépasser Roland qui, lui, n'a pas son mode attaque. Donc vraiment, c'était une belle stratégie de la part de Mercedes, parce qu'on a vu que De Vries n'a opposé aucune résistance à Vandoorne. Je pensais même que les deux voitures allaient essayer de s'échapper. Et il fallait absolument déclencher ce mode attaque parce qu'il y a encore une voiture de sécurité. Quelle belle stratégie de la part des deux pilotes Mercedes qui vont finalement se retrouver certainement aux avant-postes. Alors bonne stratégie dans le sens où certes on peut nous dire bah oui mais alors le problème c'est qu'ils sont en train de griller leur mode attaque et leur surplus de puissance pendant ce safety car. Oui certes, mais d'un autre côté ils ne consomment pas trop non plus, ils ne surconsomment pas trop, puisque ce surplus de puissance d'habitude il offre un petit peu trop de... Ouf là 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 là, un petit peu trop d'utilisation de... André Lotterer. Oui. C'était musclé avant même d'arriver dans le virage. Là je crois qu'il a été fermé, la trajectoire s'est fermée. Alors je sais pas vraiment, on n'a pas le début de l'action. On aimerait revoir toute la ligne droite parce que ça a dû commencer déjà. Ah ben voilà, vous êtes écouté Maxime. Ouais, ça... Bref, voilà, c'est compliqué, incident de course là aussi, parce que André Lotterer vraiment résiste fort, certes, mais Antonio Félix da Costa n'a pas non plus été directement... en train de prendre la trajectoire intérieure. Et puis le problème c'est que le mur en fait n'est pas uniforme et rectiligne, donc à un moment donné il y avait un petit sifflet et le problème c'est que la voiture d'Antonio Félix da Costa a tapé dans ce petit sifflet et ça a plié tout de suite la roue avant gauche. On va voir, il y aura une enquête bien sûr à coup sûr, et on va voir si les commissaires ont estimé peut-être que Lotterer n'a pas laissé l'espace à l'intérieur. Ça peut être aussi leur vision des choses. On va voir ça. C'est dommage pour Da Costa, qui pouvait aller grappiller quelques points qui auraient été très précieux aussi bien pour lui-même au championnat pilote que pour DST Chita au championnat par équipe. Oui, gros coup dur pour le champion en titre. Et c'est dans tous les sens du terme que Lotterer a eu chaud. C'est un des seuls à avoir ouvert sa visière pendant cette phase de safety car. Oui, ça a été compliqué, et Antonio Félix da Costa qui a essayé de prendre l'intérieur. C'est pas la première fois qu'une telle manœuvre arrive, c'était pas avec les mêmes prétendants d'ailleurs. Il y a eu des problèmes avec Lucas Di Grassi notamment, avec également Sam Bird. C'est souvent qu'on a ce type de dépassement qui malheureusement parfois se termine mal. Et voilà le contact entre Edo Mortara et Jean-Éric Vergne. Ah oui, là aussi le pilote Venturi n'est pas les mains mortes. Oh mais oui, mais alors le problème c'est qu'il a endommagé l'avant de sa voiture. Il a peut-être surtout coupé le pneumatique de Jean-Éric Vergne. Alors ils sont solides ces pneumatiques, mais attention quand même. Ouais, il faudra voir si le pneu n'est pas endommagé, si la roue n'est pas un peu voilée, ou
l'axe un peu abîmé. Il peut y avoir pas mal de choses, pas mal de problèmes qui peuvent frapper Jean-Éric Vergne après un tel contact. Grosse déception hein, évidemment chez DS Techeetah. Parce que, alors, donc on va enquêter évidemment sur cet incident. Mais je ne suis pas surtout... surpris que l'auteur ait une petite sanction. Oui, on va voir. La défense a été assez musclée, je suis d'accord. Maintenant, l'attaque de Antonio Félix da Costa était aussi assez courageuse, on va dire. Ouais, j'ai dépassé 10 gars à cet endroit-là. C'est le seul qui m'a pas laissé suffisamment de place. C'est n'importe quoi. On sent la déception d'Antonio Félix da Costa. Il est agacé. Hein. Oui. Plus que déçu, il est énervé. Oui, tout à fait. Et on peut le comprendre parce qu'il reste bloqué à 80 points et il restera bloqué à 80 points. La chance pour lui, c'est que Sam Bird, pour l'instant, ne marque pas de points non plus. Il est 16e. Jack Dennis, 5e du classement général provisoire et 13e et donc en dehors des points. Idem pour Robin French. Robin French, pardon, il va marquer des points, mais pas suffisamment pour l'instant. En tout cas, il est 9e et il marquerait 2 points. On a vu l'arrêt au stand également de quel pilote? Di Grassi. Ouais, je crois aussi, mais il n'a pas diminué de position dans le classement en tout cas. C'était juste hein, pour André Lotterer. 2 pilotes qui ont roulé en championnat du monde d'endurance. C'était Lotterer face à celui qui l'a remplacé. Tout à fait. Et oui, parce que André Lotterer était dans cette équipe DS Techeetah. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On est bien d'accord. Maintenant, les deux ont tenté. Et ça n'est pas passé. On n'a pas l'habitude de voir de manœuvres antisportives de la part d'André Lotterer. Hein, vraiment, pour être tout à fait honnête. Alors, Lucas Di Grassi qui est en première position. Je ne comprends pas pourquoi. Oui. Il a pris un raccourci, je pense. Ou un bonus, je ne sais pas. On n'a pas encore les bonus à la Mario Kart. Di Grassi qui pour l'instant est en tête mais de façon virtuelle puisque c'est bien Stoffel Vandoorne qui est en première position devant Oliver Roland et Nick De Vries. Et le safety car, la voiture de sécurité, va entrer dans la voie des stands pour libérer le peloton. Et les nuages noirs qui sont maintenant très au-dessus hein, de ce tracé. Il ne serait peut-être pas surprenant dans les 22 minutes plus un tour que cette course soit perturbée par... Il est rentré au stand et... il a pris la contre-allée pour doubler tout le monde. C'est ça. Certains le font en vrai avec leur voiture. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas autorisé. Eh bien, c'est pas autorisé non plus pour Lucas Di Grassi. J'ai pas compris vraiment ce qui s'était passé et il continue surtout d'être en tête. Vandoorne behind, 40 seconds left. Vandoorne derrière toi. Une enquête ouverte. Encore, ah oui, 20 secondes. Non, mais encore 20 secondes de mode attaque derrière toi. Mais je vous avais essayé déjà vu ça. D'exploiter une faille du règlement. Faille du règlement, ce serait... Alors ça, eh bien, on n'en est pas conscient en tout cas, mais il y a 5 kWh d'énergie réduite. Cette fois-ci, après les zones de voiture de sécurité, 3 kWh avaient été enlevés déjà tout à l'heure après la première phase. Oh, le freinage complètement raté d'Oliver Roland et la catastrophe pour Stoffel Vandoorne. Mais le freinage qui venait de nulle part, Maxime. Bah oui, on a l'impression que tout ça était un peu perturbé par la présence de Di Grassi devant. Vandoorne n'a pas pu aller à son rythme, du coup il se retrouve exposé face à Oliver Roland, et Roland qui a dû se dire que c'était une chance unique et il s'est complètement raté, il a complètement embroché. Là, coupé en deux. Alors là, mais quelle course complètement folle. C'était pas joli. Ah oui, là, alors je pense qu'il s'est raté. Oliver Roland, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais ces pilotes-là ne sont pas réputés pour être des pilotes très mauvais sur la piste. Eh bien, la sanction est tombée. André Lotterer va devoir passer par la voie des stands pour sa manœuvre avec Antonio Félix da Costa. Alors s'il passe par la voie des stands pendant la voiture de sécurité, il peut gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? De rentrer au stand dans ce tour?
Non, j'ai compris Indy Slap, mais ça ne correspond à rien. Il me semble qu'il est déjà activé 2 fois. Alors regardez Stoffel Van Dorn, alors je suis d'accord avec vous, hein, c'est vraiment la présence de Lucas Di Grassi qui a perturbé les petits camarades, donc derrière Stoffel Van Dorn et Oliver Roland. Il n'a pas dû savoir ce qui lui arrivait, Stoffel Van Dorn. Oui, parce que le rythme était bien moindre en fait de Lucas Di Grassi, mais c'est normal parce qu'il n'a pas le rythme pour être devant. Il n'a pas le rythme pour être devant. C'est une séquence assez incroyable. Ça ne serait pas arrivé s'il n'était pas rentré par la voie des stands. D'attraper aussi l'arrière de Di Grassi et de faire un strike avec plusieurs voitures. Ah oui, parce qu'il a été surpris vraiment par le freinage. Oh, Mitch Evans aussi qui n'est pas allé très très loin de l'arrière de Alexander Lynn. Voilà, ça donne un coup sur Gunter. Ça s'appelle des autotamponneuses, mesdames et messieurs. Ouais, c'était une petite séquence autotamponneuse, là, c'est clair. Je suis pas sûr que ce soit du goût de la direction de course. On est quand même dans un championnat du monde FIA. Et puis on a vu l'autre qui a pris un drive-through juste pour sa défense sur. Alors c'est Félix da Costa. Donc là sur ces, on a vu des stop and go avec 10 secondes de pénalité. Donc on va voir ce que ça donne, mais il va y avoir encore du boulot pour les commissaires. Alors on sait que c'est la dernière course du week-end, que les pilotes se lâchent un petit peu parce qu'ils n'ont pas à économiser leur voiture pour la prochaine course qui aura lieu donc à Berlin dans quelques semaines. Ça sera évidemment à suivre aussi sur la chaîne L'équipe. Évidemment, ça sera les 14 et 15 août et ce sera à suivre en direct et en exclu sur la chaîne L'équipe. De Vries, Di Grassi, Lynn. Premier, deuxième et troisième. Alors Lucas Di Grassi qui se retrouve sous enquête, hein, on le rappelle pour ce qui s'est passé. Tout à fait. Il a emprunté la voie des stands sous voiture de sécurité et il a remonté 7-8 places, je crois, d'un coup. Oui, c'est plus facile en faisant comme ça. Hein. On des raccourcis. Oh là, attention à l'attaque de Sam Bird sur Joel Eriksson. C'est passé. Jean-Eric Vergne qui arrive là-dessus. You're doing good. Mitch is burning himself. Bravo, tu fais du bon travail. Mitch Evans se grille tout seul. Ah oui, parce que sa manœuvre sur justement Maxi Günther ne va pas être du goût des officiels. Oh, le dépassement à l'intérieur très beau de la part de Jack Dennis sur Sergio Sette Camara. Et c'est passé également pour Norman Nato qui a profité de l'activation de Nick Cassidy. Il s'en passe à tous les niveaux, véritablement. Et Jean-Eric Vergne peut encore espérer marquer des points avec tout ça. Parce qu'il va y avoir encore pas mal de sanctions qui peuvent tomber. Donc, Et Lucas Di Grassi qui se permet le luxe d'attaquer le leader, Nick De Vries, avec son attaque mode qui a été donc bien utilisé. Ah ouais, en même temps, il l'a bien utilisé parce que il a quand même gagné cette place en passant par la voie des stands. C'est facile. Allez, Alex Lynn en troisième position. Alors, pour tout à fait être complet, les Audi étaient rapides lors des séances d'essais libres. Ils préparaient la course, certes. Mais là, c'est une séquence, une phase que l'on ne compare pas vraiment. On va essayer peut-être d'en savoir plus. Ce serait bien que les commissaires aussi jugent de ça assez rapidement, qu'on ne soit pas obligé d'attendre après la course pour avoir la réponse. Et parce que du coup, on ne saurait pas qui se bat pour la victoire réellement en piste. Oui, c'est ça. Oh, le contact avec, je crois que c'était... Fringe, mais oui, il a abîmé l'avant gauche de sa voiture à l'épingle numéro 10. Ouh, c'est moins propre qu'hier, décidément. Je ne sais pas si c'est la pluie ou l'orage qui rend les pilotes un petit peu plus fébriles, mais c'est... Il y a de l'électricité dans l'air et en piste. C'est le cas de le dire, tout à fait. Avec Pascal Wehrlein qui est allé également activer son mode attaque et qui s'est fait déborder par Robin Fringe. Il doit avoir un petit problème de brise parce qu'on a l'impression qu'il a baissé de rythme. Lynn maintenant le suit facilement, va sans doute pouvoir l'attaquer, même si là il a le attaque mode. Oui, et puis il a même le fan boost là, ça y est, le fan boost parce que le halo était de couleur violette. Les fans ont élu Alex Lynn eh bien, avec le fan boost. Il en a profité pour dépasser Nick De Vries qui a lui-même le fan boost et qui essaiera donc de lui rendre l'appareil. Bravo, c'est bien ce que tu as fait. Essaie de creuser l'écart maintenant. Il a 3 minutes pour creuser l'écart où il a le attack mode, donc plus de puissance que son adversaire. Ah, ça a été bien fait parce qu'il a eu l'attack mode plus le fan boost. Et comme quoi, ça fonctionne et ça peut aider, c'est ce que l'on disait, c'est pas négligeable. Mitch Evans qui est juste devant Maxi Günther. Et après sa manœuvre, il va y avoir beaucoup de décisions, je pense, de la part de la direction de course. Et les dégâts qui sont visibles, en tout cas les débris qui ont été laissés par les différents... Van Dorn qui est un peu remonté, qui vient de faire l'intérieur à Vergne. Ah bah il est remonté dans tous les sens du terme lui aussi. Il a le fan boost, il l'a utilisé, il a dépassé Jean-Eric Vergne, il est remonté comme une pendule, comme une
horloge belge, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment très très énervé. Hein, je pense. Vu ce qui lui est arrivé, on serait dans le même état que lui. Ah, c'est sûr, maintenant il ne faut pas perdre ses nerfs. Ça va se régler là aussi avec les décisions des directeurs de course et de la direction de course. Mais on n'aime pas, hein, évidemment. C'est quand ça se règle sur un tapis vert et puis surtout le pilote qui est victime de cela. Tout à l'heure c'était René Rast qui lui a carrément un 0 pointé, doit mettre pied à terre, tandis que le pilote qui est venu le percuter, donc en l'occurrence Sébastien Buemi, lui peut continuer sa course. Même si il évolue seulement 20e, l'auteur qui est l'autre pilote qui a été sanctionné 21e, ça ruine quand même pas mal les chances de bien figurer. Imaginons qu'il pleuve et que les cartes soient redistribuées. Bon, on ne sait jamais. Evans 4e, Günther 5e, French 6e. C'est le trio qui nous intéresse. Quelle lutte dans ces rues de Londres. On est heureux, hein, évidemment, que la Formule électrique soit revenue dans les rues londoniennes. Et ce tracé, il est exceptionnel en fait. Vraiment. Et vraiment surpris qu'on n'ait toujours pas de décision sur Di Grassi. On a l'impression qu'ils ont exploité une faille du règlement et que les commissaires cherchent sur quelle base ils peuvent le sanctionner. Parce que normalement, voilà, sur un tel impair, ça doit tomber assez rapidement. Surtout que ça fausse, s'il est pénalisable, ça fausse complètement la course en tête. Ça l'a déjà faussé. Tout à fait, puisque ça a grillé la course de Stoffel Vandoorne, qui s'est retrouvé pris au piège avec un contact entre lui et Oliver Roland. Il est 14e, Stoffel Vandoorne, il remonte, hein, il a une voiture digne évidemment d'une victoire, ou en tout cas capable de s'imposer. Donc il va revenir. Alors il faut aussi surveiller l'énergie, parce qu'on voyait que Nyck De Vries était plutôt en train d'économiser 39% de il a plus d'énergie que les deux voitures qui le devancent, donc il pourra sans doute en fin de course en tout cas mettre plus en fin de course. Voilà, mettre la gomme comme on dit. 5 secondes de pénalité pour Oliver Roland pour sa collision avec Stoffel Vandoorne. Oui, c'est gentil. Par rapport à ce qu'on a vu, aux autres choses qu'on a vues, c'est plutôt gentil. Nyck De Vries qui est plutôt certainement en gestion. 36% restant pour Alex Lynn, 36% également pour Lucas Di Grassi. Mitch Evans, il est en train de gérer sa course, Nyck De Vries. C'est intelligent. Günther en 5e position. Lui aussi, il a pas mal d'énergie restante. 37% comme De Vries. En revanche, Mitch Evans, comme le disait l'ingénieur de Günther, est en train de se cramer tout seul. C'est les mots de l'ingénieur de Maxi Günther. Il faut savoir toujours trouver les mots pour motiver ses pilotes. Exactement. Certains leur donner de l'espoir. C'est Brice Gaillardon hein, qui a donné ses instructions. L'ingénieur Di Grassi toujours en tête. Oui, tranquillement. Je ne comprends pas. We have energy to defend the next 2 laps. We should hold track position. On a de l'énergie pour les prochaines minutes. On doit défendre sa place, notamment sur la piste, sa track position. Et il va pas être en mesure de résister à Robin French, malheureusement pour lui. L'Allemand Maxi Günther, le natif d'Oberstdorf. Résultat très intéressant pour French au niveau du oui, parce que comme De Vries, ils vont faire une remontée au classement général provisoire. De Vries avec sa 3e position marquerait donc 15 points. Et pourrait donc se porter en tête du championnat. De beaux dépassements vraiment de Nyck De Vries avec pourtant les stigmates de contact antérieur. Eh bien c'est un petit peu à l'instar de René Rast hier. Il n'y a pas trop de conséquences en tout cas pour Robin French. Sa voiture, son Envision Virgin Racing, est toujours très à son aise. Oh, une place de perdu pour Maxi Günther, une de plus. C'est Pascal Wehrlein avec son mode attaque qui a réussi à prendre l'avantage. Derrière, attention également à Alexander Sims sur Jean-Éric Vergne, j'ai l'impression, alors que les nuages s'amoncellent au-dessus de ce circuit. Oh, je suis pas sûr qu'il ait été validé ça pour Mitch Evans. Non, il n'a pas été validé ce passage dans le mode attaque parce qu'il a un petit peu trop coupé la trajectoire, et c'est tout à fait normal de ne pas le valider parce qu'en fait, en coupant un petit peu la trajectoire, alors certes, il est allé à l'extérieur, il a perdu un petit peu de temps, mais il a perdu moins de temps que ce qu'il aurait su. Ah oui, on prévient tout de suite Robin French. L'attaque d'Evans n'est pas active, tu peux y aller, attaque-le. Et c'est ce qu'il va faire. Oups là, il s'est un peu raté. Evans qui a refait une Rast à l'avant droit hier. René Rast était à l'avant gauche,
qu'il avait perdu et là c'est à l'avant droit. Et d'ailleurs il y a aussi Robin French qui a des problèmes sur le pare-choc, enfin sur le... Ça bouge. Voilà, sur le garde-boue on va dire, mais il n'y a pas de boue, mais sur le garde-boue de la voiture, de la roue avant de cette voiture numéro 4. Ouais, et Evans, après Evans ne peut pas attendre, hein, il va être obligé d'aller le reprendre maintenant puisqu'il y a 10 minutes plus un tour et il faut 8 minutes Oui, tout à fait, faire les 8 minutes d'attaque mode pour qu'il soit validé et éviter la suspension. Et s'il y a la moindre voiture de sécurité, il serait complètement bloqué pour ça. Donc il faut qu'il aille le reprendre maintenant. Et on va sans doute avoir Frijns qui va prendre la 4e place, éventuellement une 3e virtuelle en attendant de voir ce qui va se passer avec Di Grassi. Oui, la décision de la direction de course. Voilà. Ah, voilà, du coup il est vraiment allé très loin. En fait, c'est surtout la porte de sortie qui compte, la porte bleue, pas forcément la porte rouge. On pensait, hein, un petit peu à l'instar du long lap en MotoGP, qu'il fallait vraiment respecter une trajectoire quasi rectiligne, mais non, finalement, c'est plutôt la sortie parce que c'est celle-ci qui va le plus impacter finalement la bonne relance des voitures. Et là, il va être à l'attaque tout de suite, sans doute sur Frijns. Oh, la défense. Et oui, mais le problème, c'est que voilà, en se défendant, il y a tellement de débris sur l'ensemble de cette piste que forcément on peut rouler sur des éléments de carrosserie. Alors certes les pneumatiques sont quand même relativement solides, mais enfin on a parlé de la tendreté de leur gomme. Ben voilà d'où venaient les débris. C'est Joel Eriksson qui a lui aussi abîmé sa partie avant gauche de voiture. Lucas Di Grassi, quelle course de Lucas Di Grassi, vraiment, quelle remontée fantastique. Bon, en même temps il est passé par la voie des stands. Ah oui, on est toujours... Je comprends pas, vraiment. Alors c'est peut-être autorisé, mais alors c'est une première, ils ont été parfaits chez Audi si c'est le cas. Ah, voilà. Une pénalité de drive-through, donc passage obligatoire par la voie des stands et c'est Stoffel Vandoorne qui a des problèmes. C'est terminé, je crois, pour Stoffel Vandoorne. À moins qu'il n'y ait pas de dégâts plus élevés. Je crois quand même que la roue avant droite est un peu pliée. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Stoffel Vandoorne. Oh, quelle course en enfer là pour le Belge qui avait parfaitement négocié cette course. Et finalement il y a eu un petit grain de sable, c'est Lucas Di Grassi. Et puis un gros grain de sable. Un gros grain de sable, voilà. Ensuite, du Brésil. Oui, et puis ensuite une tornade qui s'appelle Oliver Roland. Et là ça a été la fin des espoirs pour Stoffel Vandoorne. Et bien finalement c'est Norman Nato qui en profite, c'est Nick Cassidy, c'est Jack Dennis qui partait 17e et qui est 7e, le vainqueur de la course d'hier. Eh bien, si on s'attendait à un tel scénario. Alors Mitch Evans, on va revoir l'attaque sur Nick De Vries et ça passe avec le mode attaque. Oui, on l'avait vu, on l'avait suivi du coin de l'œil. Sur Frijns. J'ai dit quoi? De Vries qui est, qui est un petit peu plus devant. Lui, il a échappé au problème. Alors, vous savez, voilà, je savais que c'était un néerlandais. C'est bien sur French, tout à fait, que l'attaque a été faite. Donc il a récupéré sa 4e position finalement, Mitch Evans. Oh, ça passe également pour Verlaine, ou en tout cas ça résiste. Oui, il résiste à Jack Dennis plus précisément. Ça a été un petit peu moins facile pour Maxi Günther, une phase de course compliquée. Alors qu'il y a un drapeau jaune, est-ce qu'il y a une nouvelle voiture en difficulté? Les pilotes qui sont très excités. Ça a été bref. Oui, le drapeau jaune a été bref, tant mieux justement. Alors, est-ce que Luca Di Grassi va rentrer ou toujours pas? Oh, je pense que oui quand même, il a... Ah bah non. Non, il va attendre les 3 tours. Il va avoir 3 tours, ouais, donc... C'est la règle FIA. Ou peut-être qu'il va continuer maintenant qu'il a commencé à... Ah bah c'est Alan McNish qui va peut-être, alors en cette période olympique il est en train peut-être d'effectuer le record du 100 mètres, je ne sais pas, mais là il a donc il le sait maintenant plus que 2 tours pour essayer d'aller convaincre la direction de course qu'il a suivi le règlement à la lettre et qu'il a vu une faille dans ce fameux règlement. C'est possible, c'est possible. En tout cas ça serait très bien joué si c'était le cas. Et on peut être sûr qu'elle sera comblée cette faille avant la prochaine course. Bah à Berlin c'est sûr que ça ne pourra plus être réalisé. Mais bon, comme quoi, les équipes travaillent sur le règlement. Il y a des personnes qui sont obligatoirement dédiées, on va dire, à cela. Lire les règlements, lire entre les lignes, ce qui est déjà très compliqué de lire les lignes. Alors lire entre les lignes, je peux vous dire, le fameux dicton, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout à fait, en sport automobile notamment, on connaît bien cela. Mais ça peut fonctionner, peut-être pour Lucas Di Grassi, qui s'est imposé lui à Puebla après la disqualification de Pascal Verlaine. Le problème c'est que
Qu'est-ce qu'il fait du coup? Est-ce qu'il va jusqu'au bout comme ça en espérant que son équipe aura le... Si Alan McNish courait comme ça, c'était pour avant la fin des 2 tours justement. Et il a 9 ans de retard sur les Jeux de Londres. Mais Oui, mais c'était pas ici qu'il y avait l'athlétisme. Non, c'était plutôt les épreuves de taekwondo, de judo et autres sports en salle. Escrime également dans cette il doit Excel. regretter que le stand de son équipe soit aussi loin dans la ligne des stands. C'est vrai, c'est vrai. Non mais Faut se donner, je faut pense se donner que en tant que tout directeur en être d'équipe. là parce que là Di Grassi s'il rentre pour sa pénalité il va ressortir De toute façon, oui, ça sera très loin. Ça sera Donc grillé. ils vont sans doute ils ont tenté un premier coup de poker, donc ils vont sans doute le tenter encore. jusqu'au bout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et espérer avoir gain de cause après la course. Ça serait logique en tout cas. Alors d'habitude, quand on écope d'un passage obligatoire par la voie des stands, le fameux drive-through, eh bien on peut l'effectuer donc sous les 3 tours. Mais si ce drive-through arrive trop tard, eh bien c'est un temps qui est ajouté au temps de course finale. Et ça peut parfois être assez intéressant parce que quand on passe par la voie des stands soi-même, le temps de freiner, le temps de réaccélérer, on perd peut-être un petit peu plus de temps que juste un 30 secondes d'ajouter au chrono. Alors je ne sais pas comment il se fait qu'il ait pu rentrer dans la voie des stands, mais je pense que cette voie des stands n'était pas fermée. C'est peut-être là où on a vu une faille. Il passe quand même par son stand. Non, il est passé par son stand en fait et il ressort juste derrière la voiture de sécurité. C'est là où je pense qu'Audi a bien joué. Parce que la voiture de sécurité a ralenti en fait avant le premier virage, puisqu'il y avait justement il y a une Félix distance Acosta. bien moindre. On va voir quand même s'il s'est vraiment arrêté. Je pense qu'ils regarderont s'il s'est vraiment, s'il a vraiment stoppé la voiture. Et puis s'il y avait une nécessité de s'arrêter, parce que c'est bien beau de s'arrêter, mais non, mais là c'est vrai, à revoir l'image. C'est dommage parce que juste au moment où on veut voir s'il s'arrête vraiment, s'il immobilise vraiment la voiture, ne serait-ce qu'une demi-seconde, il est passé derrière une structure, on n'a pas vu. Tout à fait, exactement. Mais non, on est surpris. On est surpris, on arrive il reste 2 courses après celle-là et on découvre encore des choses sur cette saison. On découvre aussi le dépassement de Norman Nato sur Sam Bird. On était en caméra embarquée avec le leader du championnat. Sam Bird qui a un petit coup d'œil sur le volant. Il faut donner les indications à son équipe, savoir combien d'énergie il reste. C'est vraiment la gestion de l'énergie qui compte. Et sur le volant, on a des diodes qui s'allument de couleurs différentes. Quand ça s'allume en vert, ça permet de savoir aussi au pilote et d'indiquer qu'on est en régénération, tout simplement. Et pour parler de l'autre français, Jean-Eric Vergne, qui a par contre, on se disait qu'il était possible de remonter à un moment donné. Il était 14e et là il a reculé à la 16e place. Les points s'éloignent. Eh oui, les points qui ne vont pas aller dans l'escarcelle de l'équipe DS Techeetah. En revanche, avec la 5e place de Robin French et la 9e de Nick Cassidy, c'est une bonne opération au classement pour ces 2 voitures de l'Envision Virgin Racing. Pour Vergne, pour terminer là-dessus, je crois que c'est la première fois cette saison qu'il y a 3 courses sans le moindre point. Donc ça n'arrive pas au meilleur des moments. Tout espoir n'est pas perdu parce qu'on a vu que en l'espace d'un week-end, on peut complètement renverser les choses. Donc il n'arrivera pas battu à Berlin. Mais c'est sûr que cette petite période de disette avec 3 courses sans points, elle arrive pas au bon moment. Ouais. On est bien d'accord parce qu'il avait su redresser la barre à Rome notamment avec une victoire après un week-end très très compliqué en Arabie Saoudite. Et Bird qui retente l'intérieur là sur... là ça a tapé et c'est terminé sur Norman Nato. Incroyable scénario encore une fois. C'est pas la première fois que Sam Bird effectue une telle manœuvre. Il peut montrer son mécontentement. Je suis pas certain que Norman Nato ait fait une mauvaise opération. Enfin une mauvaise opération si, mais une mauvaise manœuvre je veux dire. Oui, on attendra de voir la caméra extérieure, mais on a embarqué... il a tapé à l'intérieur de toute façon, donc c'est sûr que ce sont des défenses assez âpres, mais d'un autre côté, je pense qu'hier, le fait que Nick De Vries ait pu dépasser à cet endroit-là, ça a donné des idées aux autres pilotes. Le problème, c'est qu'il fallait être fort pour réussir des manœuvres propres comme celle de Nick De Vries hier. Et là, c'était un peu moins propre ces dernières fois, avec le crash de Roland qui a écopé de 5 secondes de pénalité, avec le contact également donc de Sam Bird. Il y a eu aussi l'attaque un petit peu compliquée de Sébastien Buemi qui lui s'est pris 10 secondes de pénalité. Bon, compliqué. Jake Dennis qui rentre dans la voie des stands. Pour quelle raison? Et si vous voulez faire une Di Grassi, c'est pas le bon timing du tout. Ça y est, il n'y a pas de safety car maintenant.
Oui, de l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu plus litigieux. On va dire que les deux sont en tort. Norman Nato qui voulait défendre sa position et qui a peut-être un petit peu bougé Sam Bird vers le mur à l'intérieur. En tout cas, on est efficace. Les commissaires, bravo, les commissaires londoniens sont très efficaces pour évacuer les voitures. C'est presque autour de magie. On a vu les voitures, on les a plus vues. C'est ça. On a eu une coupe. Un mauvais montage. Non. C'est un très bon travail de la part des commissaires. Alors Jack Dennis qui est passé par la voie des stands. Et l'énergie donc restante, 4% pour Di Grassi, Lynn, De Vries, Evans, French, Verlaine, Günther et Cassidy. Quasiment parfait timing au niveau de pouvoir gérer sa puissance pour lancer le dernier tour juste quelques petites secondes après que le chrono a expiré. Oui, on va dire que les équipes ont vraiment compris comment gérer les phases de safety car parce qu'il s'était passé évidemment à Valence. Il y avait eu beaucoup de safety car. Il y avait eu également... Ah bah voilà, la sanction est tombée. Il y avait eu aussi pas mal de pluie donc ça avait rebattu les cartes. Et la gestion de l'énergie avait été difficile à gérer pour les équipes. Et bien voilà, disqualification pure et simple. C'est ça le drapeau noir, mesdames et messieurs. Pour cet homme, la voiture numéro 11, Lucas Di Grassi, il a effectué une manœuvre qui n'était pas autorisée. Il a montré les couleurs de son équipe et surtout, il a faussé un petit peu la course aussi et faussé le résultat et la victoire potentielle de Stoffel Vandoorne. Je pense que Vandoorne particulièrement et Mercedes aussi qui aurait pu placer deux voitures sur le podium. Tout à fait. Vont l'avoir particulièrement mauvaise, ça va mettre de l'ambiance dans le paddock sur l'après-course. Oh oui, c'est sûr. En tout cas, c'est une bonne opération pour Mercedes quoi qu'il arrive parce que Nick De Vries étant à 3e position, mais c'est une 2e place effective et on est content chez Mahindra. Et oui, et pour cause, c'est Alex Lynn qui pourrait s'imposer. Oh, ça fait un moment. Oui, Paul Mann hier, victorieux aujourd'hui. Alex Lynn, c'est vraiment un week-end de rêve. Oh oui. Ça fait un moment qu'il court après. Qui n'est même pas, qui a franchi la ligne, qui est refusé de rentrer. Il risque d'y avoir des conséquences. Ah oui, parce que de ne pas respecter un Il est content? Je crois qu'il est content. Je crois qu'il est content. Je crois qu'on est content chez Mahindra. Avec Neil McGill qui saute de joie partout. C'est normal évidemment. L'équipe Mahindra Racing, l'équipe indienne qui s'impose ici même sur ce tracé. Ils auront su être intelligents. Il aura su être intelligent Alex Lynn et surtout effectuer une course en s'appuyant sur l'expérience d'hier, vraiment où il a dû résister à Jack Dennis. Il n'avait finalement pas réussi. Eh bien, c'est une victoire cette fois-ci pour Alex Lynn. Et l'équipe Mahindra qui n'avait pas remporté de course depuis Jérôme D'Ambrosio lors de la saison 5. C'était sur la 2e épreuve de la saison et c'était notamment à Marrakech. Donc le cri était resté enfermé depuis ce moment-là et voilà ce que ça donne quand ça sort. Non mais on a assisté à une course complètement folle. Oui. Il y a eu à partir du moment où Di Grassi a tenté ce coup de poker réglementaire qui je pense va énerver pas mal de monde parce que même si réglementairement il y avait peut-être un moyen d'argumenter que oui c'est possible, c'est quand même un move qui est pas très sportif. Non, il a faussé vraiment la course parce que voilà, après il a faussé la course de toute la tête de course. Et même Oliver Roland en fait, parce qu'il a même écopé d'une pénalité. Il s'est complètement raté au freinage, mais c'est pas un hasard parce que comme devant Lucas Di Grassi avait un rythme à ce moment-là parce qu'il était en train de gérer un petit peu moins important, forcément ça faussait le rythme de course. Hop là, contact et crash. Est-ce qu'il va y avoir pénalité? Un peu de rugby, on est en Angleterre, donc un petit peu de rugby. Qui s'excuse. Oui, très poli quand même. McGill. On veut voir le ralenti, on veut la VAR. On va voir si Lynn arrive à augmenter son degré de joie. Ah bah oui. Hier il était sur le podium. Il a tellement attendu en même temps. 3e podium de la saison, première victoire pour Alex Lynn. Il a dû attendre cette saison 7 pour débloquer son compteur de podium et son compteur de victoire en formule électrique. Alex Lynn, un très bon pilote qui roule depuis la saison 2016-2017 et où il avait d'ailleurs effectué une pige, on s'en souvient, à New York avec l'équipe DS Virgin à l'époque et qui avait signé la pole position pour sa première course en championnat de formule électrique. Il était à cette époque pas un championnat du monde. Et Alex Lynn, il va probablement rentrer pas loin du top 5 au championnat, donc il va arriver à Berlin parmi les prétendants. Alors là ça va être vraiment les principaux prétendants.
une redistribution des cartes complète, Maxime, avant cette finale de Berlin. Alors là, soyez avec nous sur la chaîne L'Équipe, vraiment une semaine avant les 24 heures du Mans. Là, vous allez avoir un programme chargé. 14-15 août, ce sont les 2 courses du e-prix de Berlin, la grande finale de cette saison 7 du championnat du monde de Formule électrique à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Et la semaine suivante, on aura la grande course mythique évidemment d'endurance, les 24 heures du Mans, 21-22 août en direct avec un dispositif exceptionnel, des envoyés spéciaux sur place, une équipe de commentateurs. Vraiment, vous allez être gâtés avec nos pit reportrices. On a 3 pit reporters ou pit reportrices, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, qui vont être sur place. Et puis évidemment des consultants très intéressants à suivre avec Pierre Rague, avec Thibaut Villemont, également Thomas Laurent, Paul Petit. Bref, voilà, on va se régaler sous la direction, la présentation en tout cas de Messaoud Benterki. Eh bien, ça va être le feu. Et le feu d'artifice, déjà, eh bien, il a été offert par cet homme, Alex Lynn, délivré vraiment. Sa première victoire est intervenue, ça y est, il peut enfin la savourer cette victoire, lui qui avait réussi à s'imposer aux 24 heures du Mans justement. Tous les parallèles sont faits l'année dernière lors de la course donc en 2020, en septembre 2020, en catégorie GTE Pro. C'est une très belle saison qu'il nous réalise. Une deuxième victoire britannique en 2 jours voilà, sur le sol anglais. Les francophones et français ont perdu leur mainmise en terre londonienne. C'était au Battersea seulement, là on est Excel London, voilà, tout à fait. Et donc l'Excel London, ce sont les Britanniques qui excellent. Voilà, tout à fait, ça donne des ailes. Le champion de GP3 en 2014, Alex Lynn, victorieux avec l'équipe Dams, l'équipe française du regretté Jean-Paul Driot, avec plusieurs victoires à son actif en GP2, donc en 2015 et 2016. Un beau parcours pour Alex Lynn qui enfin voit donc eh bien la reconnaissance avec cette victoire et ce très beau week-end ici à Londres. Il va remonter de façon assez spectaculaire au classement général, vous l'avez dit Maxime, parce que en arrivant ici à Londres, il était loin, très loin, 17e simplement. Et là, il a fait un peu une Mortara au Mexique, voilà, 2 podiums en 2 courses et on passe du dernier quart du classement au top 5. C'est comme on le dit, on le répète, mais c'est dire à quel point il y a une densité incroyable en termes de résultats dans ce championnat. Oui, c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est ce qui est intéressant justement, c'est que d'un week-end, je ne sais pas cette course, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça dans une course de championnat du monde, quel que soit le championnat. Il y a eu des choses quand même dans d'autres championnats du monde, mais là, ce coup de poker qui a été tenté par Alan McNish et toute l'équipe Audi pour la dernière saison en tant que constructeur officiel pour Audi, bah oui, on essaye de trouver des solutions. Vous avez attendu très longtemps cette victoire, Alex, et vous avez enfin réussi à vous imposer. Comment vous sentez-vous? C'est vraiment très spécial, j'ai jamais senti quelque chose comme ça. C'est un championnat extrêmement difficile, la Formule E, le plus difficile dans lequel je n'ai jamais piloté. Il y a eu aussi de très belles batailles, notamment avec Nick de Vries. J'ai eu de la chance, enfin pas vraiment de la chance, mais en tout cas on a vraiment pu profiter devant nous d'une confusion avec un gros groupe. Et en fait leur stratégie n'était pas de s'échapper devant, et donc j'ai pu en profiter, je suis resté au contact et ensuite j'ai pris ma chance. Je peux pas vraiment croire à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est génial. C'était vraiment superbe et c'est très positif. Oui, et quand on attend, oui, quasiment combien, 5 ans, ah oui, pour une première victoire, c'est dire à quel point ce championnat de Formule électrique est très relevé, très difficile aussi pour trouver une place au soleil, comme on dit Maxime, parce que c'est une affaire de spécialistes. On l'a senti très ému, on avait plus ému que joyeux, que vraiment volubile.
sans doute le flegme britannique. Oui, certainement. Mais vraiment ému de la sensation d'avoir dû traverser beaucoup de choses avant d'en arriver à cette victoire à domicile qui plus est. Donc on aurait été épargné par la pluie qu'on voit là devant. Elle n'était pas loin pourtant cette pluie. La skyline, la course a été assez folle comme ça. Oui, c'est vrai. Besoin de pluie. Eh bien, regardez au classement, on parlait des Néerlandais. Nick De Vries, Robin Frijns sont désormais en tête du classement général avec 95 et 89 points. Sam Bird qui est arrivé en tête du classement général s'en sort extrêmement bien. Il est troisième désormais avec 81 points. Jack Dennis juste derrière lui à égalité avec Antonio Félix da Costa. C'est pas une si mauvaise affaire quand même pour les pilotes donc, qui étaient arrivés en tête du championnat. Mais la grosse opération vraiment, elle est faite par Nick De Vries. Et à quoi peut-il la devoir cette grosse opération? Eh bien une bonne qualification dans le groupe 1. Il a su maximiser ses chances et monter donc dans la séance de Superpole pour s'élancer au sommet de la grille de départ. Et ensuite eh bien il a pu plus que dérouler mais vraiment réussir une très très belle manœuvre et manœuvre également réussie pour Envision Virgin Racing, pour Mercedes EQ et pour Jaguar Racing qui toutes trois dépassent l'équipe DS Techeetah, quatrième du championnat. C'est très serré, 165 points pour l'équipe en tête, 148 pour DS Techeetah en quatrième position. On peut quand même dire que tout va se jouer à Berlin d'ici quelques jours, quelques semaines. Ça va être un week-end double header très très intéressant. Ça promet, l'ambiance promet d'être particulièrement électrique, on peut le dire pour ce championnat parce que voilà, je pense aussi que ce qu'a fait Di Grassi là, ça va mettre un petit peu tout le monde en tension avant la dernière épreuve, à se demander qui va chercher quoi pour un petit peu tromper son monde. C'est ça, essayer de trouver des subterfuges. Nick De Vries, vous êtes désormais en tête du classement général. Quelle course! Ah oui, merci. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour mener parce que je vais devoir essuyer les plâtres à Berlin. Je me sens vraiment très très déçu pour mon équipier, Stoffel. C'est dommage parce que Oliver l'a un peu sorti. On peut rien faire à ce sujet-là. Je crois qu'on a été un petit peu malchanceux sur le timing de la sortie de la voiture de sécurité. On a été un petit peu trop vulnérable finalement parce qu'on n'avait pas créé suffisamment d'écart avec les pilotes derrière nous. J'étais très surpris de voir Lucas Di Grassi sortir de la voie des stands alors qu'on était sous régime de safety car et d'être devant nous. Et je dois dire que Alex mérite vraiment sa victoire, Alex Lim, parce qu'il a su profiter de son opportunité. J'ai fait quelques petites erreurs en essayant d'attaquer fort pour creuser justement l'écart avec les pilotes derrière moi. Et je voulais qu'il ne soit pas en mesure de tenter une attaque et pourtant il a été en mesure de le faire. Donc c'est une belle deuxième place, mais bravo à lui. Très fair play, Nick De Vries. C'est ce que je disais, pour avoir eu la chance de le rencontrer. Il est extrêmement humain, extrêmement gentil, extrêmement professionnel et surtout extrêmement rapide sur la piste. Il a une pensée pour son coéquipier qui est vraiment Stoffel Vandoorne, qui est la victime de cette course, la victime principale de la manœuvre de Di Grassi qui a eu cet effet boule de neige ensuite avec la manœuvre de Roland. Imaginons ce que ça aurait pu donner si les deux Mercedes avaient terminé premier et troisième ou première et deuxième au championnat. Déjà que là c'était un très très bon point positif. Vous avez fait une très bonne course et vous terminez sur le podium, bravo. Ouais, merci. Là j'ai eu beaucoup de sentiments dans cette course. En fait, au début de l'épreuve, j'ai fait quelques petites erreurs, donc ça a permis à Alex Lim de prendre de l'avance. Ensuite, Max m'a dépassé, Maxi Günther. J'ai abîmé ma partie avant de voiture, j'ai cru que c'était terminé pour moi. Finalement, elle s'est envolée cette partie et ensuite j'ai été incapable de continuer. Et après, je ne pouvais pas y croire, mais j'ai raté l'activation de mon deuxième mode d'attaque. Ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'ensuite j'ai été en mesure de reprendre la position que j'avais perdue. C'était une course très bizarre. Je suis un petit peu partagé par cette course, mais bon, en tout cas, ce sont de bons points. Est-ce que ça va aider votre lutte pour le titre en arrivant à Berlin en ayant pris des points là, dans cette course? C'est vrai que c'était une grosse déception hier d'avoir perdu beaucoup de points, donc je suis très heureux de pouvoir arriver donc à Berlin en bonne position. Bravo en tout cas à Alex qui est un super pilote et qui a fait une très belle course. J'avais vraiment besoin de ces points pour me relancer au championnat.
yeah, at least I'm sort of there or thereabouts. And brilliant also for the team, of Et course. c'est aussi une bonne opération pour l'équipe. Exactly, yeah, thank you. It's Ouais, c'est vrai. home race, so, C'est vraiment génial, c'est la première fois qu'on est à domicile depuis 2004 et c'est la première fois en Formule électrique. On revoit la course un petit peu compliquée des pilotes Jaguar avec notamment Sam Bird à l'intérieur sur Joel Eriksson. Alors ici, ça avait été une manœuvre relativement propre pour Sam Bird. Mais ensuite c'est difficile de tourner évidemment et de braquer parce qu'il avait été très à l'intérieur. Il a toutefois réussi avec un petit contact à la clé entre lui et Joel Eriksson. Et puis bonne course également de cet homme, hein, Robin Frijns, qui a signé le meilleur tour en course, qui prend un point supplémentaire et qui va donc eh bien, se diriger vers Berlin en deuxième position du classement général. Oui, on disait la bonne opération des Mercedes, oui, mais elle aurait pu être encore exceptionnelle parce qu'on a bien compris à un moment donné de la course qu'il y avait une consigne d'équipe, une course d'équipe plus exactement, avec Nick De Vries qui a laissé l'opportunité à Stoffel Vandoorne de repasser en mode attaque. Et je pensais même que les deux hommes allaient pouvoir céder à s'échapper. Ça n'a pas été le cas, mais c'est quand même un beau podium pour Nick De Vries. On sait jouer vraiment la tactique d'équipe en Formule électrique et c'est important. Oui, ça doit être vraiment, le résultat final doit être dur à avaler pour Mercedes parce qu'il y avait la possibilité de faire un double podium, peut-être même un doublé premier-deuxième, hein, qui est chose très très rare en Formule E. Et tout ça, ils n'ont pas fait d'erreur eux-mêmes vraiment et tout ça a été balayé par des circonstances de course qui étaient impossibles à prévoir. Donc quand la compétition est aussi serrée qu'on peut faire un tel résultat, un résultat aussi énorme, faire un vrai break au niveau du championnat par équipe et placer ces deux pilotes 1 et 2 au championnat pilote et qu'on se retrouve sans avoir fait d'erreur avec seulement De Vries qui joue vraiment le titre et Vandoorne qui reste plus loin et pas vraiment d'avantage au championnat par équipe. Il y a de quoi avoir un petit peu les boules, comme on dit, hein. Tout à fait. Dans le bon langage, je pense que c'est exactement le sentiment qu'il a ressenti. Parce que là, il a même eu un award, une récompense d'être le pilote qui a gardé la tête froide. Je savais même pas que ce trophée existait en Formule électrique. Ah, on met en avant tous les sponsors. Hein. Les pilotes qui sont donc sur ce podium, Alex Lynn, Nick De Vries, Mitch Evans. C'était une très très belle course. On va se quitter d'ici peu. On va avoir le podium donc d'ici quelques instants. En tout cas, l'occasion de vous remercier, Maxime Mallet, pour ces commentaires toujours très sympathiques. Merci. C'était agréable. Merci aux équipes techniques également en régie. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ces deux courses en notre compagnie. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous les 14 et 15 août 2021 pour la clôture de cette saison 7 de Formule électrique sur la chaîne L'équipe. La chaîne L'équipe qui se concentre évidemment sur les sports mécaniques puisqu'on vous le rappelle, Formule électrique, 24 heures du Mans, championnat du monde d'endurance de la FIA. Bref, on est présent. On a vraiment envie de vous faire plaisir sur la chaîne L'équipe et on va donc vivre ce podium, le podium de ce week-end à Londres, l'e-prix de Londres avec la joie de Dilbag Gill. Et ça a marché finalement, hein, ces petits rituels et l'équipe indienne Mahindra qui s'impose. Ça faisait un petit moment depuis la victoire de Jérôme D'Ambrosio à Marrakech que ce n'était pas arrivé. Une équipe fidèle du championnat qui s'est réengagée donc pour l'avenir. Et voilà, on salue l'ensemble des personnes qui sont sur ce podium. On n'oublie personne justement. Et Dilbag Gill qui le sait, il doit vraiment une fière chandelle à toute son équipe et il n'oublie pas de les nommer et de les montrer surtout. Mitch Evans, troisième, un nouveau podium donc pour Mitch Evans. C'est la troisième place de la saison pour le pilote Jaguar qui va donc faire une remontée au classement avec les 15 points pris. Il va donc monter son total à 75 unités et revenir aux alentours de Eduardo Mortara, René Rast et de Jean-Éric Vergne. La deuxième position, elle est pour Nick De Vries, l'un des héros de cette journée véritablement, avec une qualification parfaite et une course idéale également. Il a manqué la victoire de peu, mais encore fallait-il le savoir évidemment. Superbe prestation pour le sympathique pilote néerlandais. Et le vainqueur, évidemment, il aura attendu très longtemps. Il s'agit d'Alex Lynn. Voilà, rendez-vous donc les 14 et 15 août 2021 pour la clôture de cette saison de Formule électrique à Berlin, en Allemagne, sur l'aéroport désaffecté de Berlin-Tempelhof. D'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi sur notre chaîne. Et on se quitte avec le vainqueur, Alex Lynn. Merci à tous. Salut.